Il m'avait expliqué qu'il lacérait lui-même les affiches dans les rues pour qu'apparaissent celles que les plus récentes avaient recouvertes. Il décollait leurs lambeaux couche par couche et les photographiait au fur et à mesure, avec minutie, jusqu'au dernier fragment de papier qui subsistait sur la planche ou sur la pierre. J'avais numéroté les photos selon leur ordre chronologique. 325, palissade de la rue des Envierges. 326, mur rue Gagnéguy. 327, escalier de la rue Lauzun. 328, passerelle de la Mare. 329, garage de la rue Janssen. 330, emplacement de l'ancien cèdre, au coin des rues Alphonse Daudet et Lenneveux. 331, pente de la rue Westermann. 332, Colette, rue de l'Aude. J'avais dressé la liste des noms de ceux dont Janssen avait fait les portraits. Il les avait abordés dans la rue, dans des cafés, au hasard d'une promenade. La mienne, aujourd'hui, m'a entraîné jusqu'à l'orangerie du jardin du Luxembourg. J'ai traversé la zone d'ombre sous les marronniers, vers les tennis. Je me suis arrêté devant le terrain du jeu de boules. Quelques hommes disputaient une partie. Mon attention s'est fixée sur le plus grand d'entre eux qui portait une chemise blanche. Une photo de Janssen m'est revenue en mémoire, au dos de laquelle était écrite cette indication que j'avais recopiée sur un répertoire. Michel L., quai de Passy, date indéterminée. Un jeune homme en chemise blanche était accoudé au marbre d'une cheminée dans un éclairage trop concerté. Janssen se souvenait très bien des circonstances dans lesquelles il avait fait cette photo. Il n'avait plus un sou, et Robert Capa, qui connaissait toutes sortes de gens, lui avait trouvé un travail très facile et très bien rémunéré. Il s'agissait d'aller chez une américaine quai de Passy avec tout le matériel nécessaire aux photos de studio. Janssen avait été surpris par le luxe, l'immensité et les terrasses de l'appartement. L'américaine était une femme d'une 50aine d'années, à la beauté encore éclatante, mais qui aurait pu être la mère du jeune Français qui lui tenait compagnie. C'était lui que Janssen devait photographier. L'américaine voulait plusieurs portraits de ce Michel L. dans le style des photographes d'Hollywood. Janssen avait installé les projecteurs comme s'il était familier de ce genre de travail, et il avait vécu pendant 6 mois avec l'argent que lui avaient rapporté les photos de Michel L. Plus j'observais l'homme qui se préparait à lancer sa boule, plus j'étais persuadé de reconnaître en lui Michel L. Ce qui m'avait frappé sur la photo, c'était les yeux à fleur de peau et bridés vers les tempes, qui donnaient à Michel L. un regard étrange à facettes et laissait supposer que son angle de vision était plus large que la normale. Et cet homme-là, devant moi, avait les mêmes yeux bridés vers les tempes et la même silhouette que Michel L. La chemise blanche accentuait encore la ressemblance, malgré les cheveux gris et le visage empâté. Le terrain était cerné par une grille, et je n'osais pas franchir cette frontière et troubler la partie. Il y avait un écart de plus de 40 ans entre le Michel L. qui s'était fait photographier par Janssen et le joueur de boules d'aujourd'hui. Il s'est approché de la grille tandis que l'un de ses compagnons lançait sa boule. Il me tournait le dos.
Pardon, monsieur. Ma voix était si blanche qu'il ne m'a pas entendue. Pardon, monsieur. Je voudrais vous demander un renseignement. Cette fois-ci, j'avais parlé beaucoup plus fort et articulé les syllabes. Il s'est retourné, je me suis campé bien droit devant lui. Vous avez connu le photographe Francis Janssen? Ses yeux étranges semblaient fixer quelque chose à l'horizon. Vous dites? Je voulais savoir si vous vous êtes fait photographier dans le temps par le photographe Francis Janssen. Mais là-bas, une discussion éclatait entre les autres. L'un d'eux venait nous rejoindre. Le moine, c'est à toi. Maintenant, j'avais l'impression qu'il regardait de côté et qu'il ne me voyait plus. Pourtant, il m'a dit « Excusez-moi, je dois pointer ». Il se mettait en position et lançait la boule, les autres s'exclamaient, ils l'entouraient. Je ne comprenais pas les règles de ce jeu, mais je crois qu'il avait gagné la partie. En tout cas, il m'avait complètement oublié. Je regrette aujourd'hui de n'avoir pas pris quelques photos dans les valises. Janssen ne s'en serait même pas aperçu. D'ailleurs, si je lui avais demandé de m'offrir toutes celles qui m'intéressaient, je suis sûre qu'il aurait accepté. Et puis sur le moment, on ne pense jamais à poser les questions qui auraient provoqué des confidences. Ainsi, par discrétion, j'évitais de lui parler de Colette Laurent. Cela aussi je le regrette. La seule photo que j'ai gardée, c'est justement une photo d'elle. J'ignorais encore que je l'avais connue une dizaine d'années auparavant, mais son visage devait quand même me rappeler quelque chose. La photo porte la mention « Colette, 12 hameaux du Danube ». Quand le jour se prolonge jusqu'à 10 heures du soir à cause de l'heure d'été et que le bruit de la circulation s'est tu, j'ai l'illusion qu'il suffirait que je retourne dans les quartiers lointains pour retrouver ceux que j'ai perdus et qui sont demeurés là-bas, hameau du Danube, poterne des Peupliers, ou rue du Bois des Caures. Elle s'appuie du dos contre la porte d'entrée d'un pavillon, les mains dans les poches de son imperméable. Chaque fois que je regarde cette photo, j'éprouve une sensation douloureuse. Le matin, vous essayez de vous rappeler le rêve de la nuit, et il ne vous en reste que des lambeaux que vous voudriez rassembler mais qui se volatilisent. Moi, j'ai connu cette femme dans une autre vie, et je fais des efforts pour m'en souvenir. Un jour peut-être parviendrai-je à briser cette couche de silence et d'amnésie. Janssen était de moins en moins souvent dans l'atelier. Vers 7 heures du soir, il me téléphonait. « Allô, le scribe ?» Il m'avait donné ce surnom. Il me demandait s'il n'y avait pas eu de coup de sonnette et s'il pouvait rentrer en toute tranquillité sans tomber sur un visiteur impromptu. Je le rassurais. Juste une communication téléphonique des Meyendorff. Au début de l'après-midi, non, pas de nouvelles de Nicole. Alors j'arrive, me disait-il, à tout de suite le scribe. Parfois, il rappelait au bout d'une demi-heure. Vous êtes sûr que Nicole n'est pas dans les parages? Je peux vraiment entrer. J'avais interrompu mon travail et je l'attendais encore quelque temps, mais il ne venait pas. Alors je quittais l'atelier, je suivais la rue Froidevaux le long du cimetière. Ce mois-là, les arbres avaient retrouvé leur feuillage et je craignais que cette Nicole ne se cachât derrière l'un d'eux pour épier le passage de Janssen. À ma vue, elle marcherait vers moi et me demanderait où il était. Elle pouvait aussi se tenir en faction au coin des petites rues qui débouchaient sur le trottoir de gauche et me suivre, à distance, dans l'espoir que je l'amènerais à lui. Je marchais d'un pas rapide et me retournais furtivement. Au début,
À cause de ce que m'en disait Janssen, je considérais Nicole comme un danger. Un après-midi, elle est venue sonner à l'atelier en l'absence de Janssen. Et j'ai brusquement décidé de lui ouvrir. J'étais gênée de lui répondre toujours au téléphone que Janssen n'était pas là. Quand elle m'a vue dans l'entrebâillement de la porte, une expression de surprise inquiète a traversé son regard. Peut-être a-t-elle cru un instant que Janssen était parti pour de bon et qu'un nouveau locataire occupait maintenant l'atelier. Je l'ai tout de suite rassurée. Oui, c'était bien moi qui répondais au téléphone. Oui, j'étais un ami de Francis. Je l'ai fait entrer et nous nous sommes assis tous les deux, elle sur le canapé, moi sur l'un des fauteuils. Elle avait remarqué les 2 cahiers, le grand agenda, les valises ouvertes et les piles de photos. Elle m'a demandé si je travaillais pour Francis. J'essaie de dresser un catalogue de toutes les photos qu'il a prises. Elle a hoché gravement la tête. Ah oui, vous avez raison, c'est très bien. Il y a eu un instant de gêne entre nous, elle a rompu le silence. Vous ne savez pas où il est? Elle l'avait dit d'un ton à la fois timide et précipité. Non, il vient de moins en moins ici. Elle a sorti de son sac un étui à cigarette qu'elle ouvrait puis refermait. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous ne pourriez pas intervenir pour moi et lui demander de m'accorder une dernière entrevue? Elle a eu un rire bref. Cela fait longtemps que vous le connaissez, ai-je dit? 6 mois. J'aurais aimé en savoir plus long. Avait-elle partagé la vie de Janssen? Elle jetait des regards curieux autour d'elle, comme si elle n'était pas venue ici depuis une éternité et qu'elle voulait constater les changements. Elle devait avoir environ 25 ans. Elle était brune et ses yeux d'une couleur claire, vert pâle ou gris. C'est un drôle de type, a-t-elle dit. Il est très gentil, et puis d'un jour à l'autre il disparaît. Vous aussi, il vous a fait ce coup-là? Je lui ai répondu que souvent je ne savais pas où il était. Depuis 15 jours, il ne veut plus me voir ni me parler au téléphone. Je ne crois pas que cela soit de la méchanceté de sa part, ai-je dit. Non, non, je sais. Cela lui arrive de temps en temps, il a des absences, il fait le mort, et puis il réapparaît. Elle a sorti une cigarette de son étui et me l'a tendue. Je n'ai pas osé lui dire que je ne fumais pas. Elle en a pris une, elle aussi, puis elle a allumé la mienne avec un briquet. J'ai aspiré une bouffée et j'ai toussé. Comment vous expliquez ça? M'a-t-elle demandé brusquement. Quoi? Cette manie qu'il a de faire le mort. J'ai hésité un instant, puis j'ai dit. C'est peut-être à cause de certains événements de sa vie. Mon regard est venu se poser sur la photo de Colette Laurent, accrochée au mur. Elle aussi avait environ 25 ans. Je vous dérange peut-être dans votre travail. Elle était sur le point de se lever et de partir. Elle me tendrait la main et me confierait certainement un nouveau message inutile pour Janssen. Je lui ai dit mais non, restez encore un moment, on ne sait jamais. Il peut revenir d'un instant à l'autre. Et vous croyez qu'il sera content de me voir ici? Elle me souriait. Pour la première fois qu'elle était entrée dans l'atelier, elle faisait vraiment attention à moi. Jusque-là, j'étais dans l'ombre de Janssen. Vous prenez ça sous votre responsabilité? Sous mon entière responsabilité, ai-je dit. Alors, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Mais non, je suis sûre qu'il sera très content de vous voir. Il a tendance à se replier sur lui-même. Je devenais volubile tout à coup pour cacher ma timidité et mon embarras, car elle me fixait de ses yeux clairs. J'ai ajouté « Si on ne lui force pas la main, il risque de faire le mort pour de bon. » J'ai refermé les cahiers et l'agenda qui traînaient par terre et rangé les piles de photos dans l'une des valises. « Vous l'avez connu comment ?» lui ai-je demandé. « Oh, par hasard, tout près d'ici, dans un café. » Était-ce le même café d'Enfer Rochereau, où nous l'avions rencontré, mon ami et moi? Elle a froncé les sourcils, des sourcils bruns, qui contrastaient avec ses yeux clairs. Quand j'ai su son métier, je lui ai demandé de faire des photos de moi. J'en avais besoin pour mon travail. Il m'a emmenée ici et il m'a fait de très belles photos. Elle ne m'était pas encore tombée sous la main. Les plus récentes, de celles que j'avais déjà répertoriées, dataient de 1954. Peut-être n'avait-il rien conservé à partir de cette année-là. Alors, si je comprends bien,
Il vous a engagé comme secrétaire. Elle me fixait toujours de ses yeux transparents. Pas du tout, lui ai-je dit. Il n'a plus besoin d'un secrétaire. Il exerce de moins en moins son métier. La veille, il m'avait invité dans un petit restaurant proche de l'atelier. Il portait son Rolleiflex. À la fin du repas, il l'avait posé sur la table et il m'avait déclaré que c'était fini. Il ne voulait plus s'en servir, il m'en faisait cadeau. Je lui avais dit que c'était vraiment dommage. Il faut savoir s'arrêter à temps. Il avait bu plus que d'habitude. Pendant le repas, il avait vidé une bouteille de whisky. Mais cela se voyait à peine, juste un peu de brume dans le regard et une manière plus lente de parler. « Si je continue, vous aurez du travail en plus pour votre catalogue. Et vous ne croyez pas que ça suffit comme ça ?» Je l'avais raccompagné jusqu'à un hôtel du boulevard Raspail, où il avait pris une chambre. Il ne voulait pas rentrer à l'atelier. D'après lui, cette petite était capable de l'attendre à la porte. Et puis vraiment, elle perdait son temps avec un type de son genre. Elle était assise là devant moi sur le canapé, déjà à 7 heures du soir et le jour baissé. « Vous croyez qu'il viendra aujourd'hui » m'a-t-elle demandé. J'étais sûre que non. Il irait dîner seul dans le quartier, puis il regagnerait sa chambre d'hôtel boulevard Raspail, à moins qu'il ne me téléphone d'un instant à l'autre pour me donner rendez-vous au restaurant. Et si je lui avouais que Nicole était là, quelle serait sa réaction? Il penserait aussitôt qu'elle avait pris l'écouteur. Alors, il ferait semblant de téléphoner de Bruxelles ou de Genève, et il accepterait même de lui parler. Il lui dirait que son séjour là-bas risquait de se prolonger. Mais le téléphone n'a pas sonné, nous étions assis, l'un en face de l'autre dans le silence. « Je peux encore l'attendre ? Tant que vous voudrez. » La pièce était envahie de pénombre, et je me suis levée pour allumer l'électricité. Quand elle m'a vue appuyée sur le commutateur, elle m'a dit « Non, n'allumez pas. » Je suis venue me rasseoir sur le canapé, j'ai eu la sensation qu'elle avait oublié ma présence, puis elle a levé la tête vers moi. « Je vis avec quelqu'un qui est très jaloux, et qui risque de venir sonner s'il voit de la lumière. » Je restais muet. Je n'osais pas lui proposer d'ouvrir la porte et d'expliquer à ce visiteur éventuel qu'il n'y avait personne dans l'atelier. Comme si elle avait deviné ma pensée, elle m'a dit « Il est capable de vous bousculer, d'entrer, pour vérifier si je ne suis pas là, et même de vous casser la figure. » « C'est votre mari ? » ?»« Oui. » Elle m'a raconté qu'un soir, Janssen l'avait invitée à dîner dans un restaurant du quartier. Son mari les avait surpris par hasard. Il avait marché droit vers leur table et l'avait giflée, elle, du revers de la main. 2 gifles qui l'avaient fait saigner à la commissure des lèvres. Puis, il s'était esquivé avant que Janssen ait pu intervenir. Il les avait attendus sur le trottoir. Il marchait loin derrière eux. Il les suivait le long de cette rue bordée d'arbres et de murs interminables qui coupent le cimetière Montparnasse. Elle était entrée dans l'atelier avec Janssen, et son mari était resté planté pendant près d'1 heure devant la porte. Elle pensait que depuis cette mésaventure, Janssen éprouvait une réticence à la revoir. Lui si calme, si désinvolte, je mesurais quel avait pu être son malaise ce soir-là. Elle m'a expliqué que son mari était plus âgé qu'elle de 10 ans, il était mime, et il passait dans ce qu'on appelait alors les cabarets rive gauche. Je l'ai vu par la suite 2 ou 3 fois, rôdant l'après-midi rue Froidevaux pour surprendre Nicole à la sortie de l'atelier. Il me dévisageait avec insolence, un brin assez grand, à l'allure romantique. Un jour, je m'étais avancée vers lui. « Vous cherchez quelqu'un ?»« Je cherche Nicole. » Une voix théâtrale, légèrement nasillarde,
Dans son allure et son regard, il jouait de sa vague ressemblance avec l'acteur Gérard Philippe. Il était habillé d'une sorte de redingote noire et portait une très longue écharpe dénouée. Je lui avais dit « Quelle Nicole? Il y a tellement de Nicole !» Il m'avait jeté un regard méprisant, puis il avait fait demi-tour en direction de la place d'Enfer-Rochereau d'une démarche affectée, comme s'il sortait de scène, son écharpe flottant au vent. Elle a consulté sa montre bracelet dans la pénombre. « Ça va, vous pouvez allumer. Nous ne risquons plus rien. Il doit commencer son numéro à l'école buissonnière. » L'école buissonnière, c'est un cabaret. Il en fait 2 ou 3 chaque nuit. De son nom de scène, il s'appelait le mime Gilles, et il exécutait un numéro sur des poèmes de Jules Laforgue et de Tristan Corbière en fond sonore. Il lui avait fait enregistrer les poèmes, de sorte que c'était sa voix à elle qu'on entendait chaque soir, tandis qu'il évoluait dans une lumière de clair de lune. Elle me disait que son mari était très brutal. Il voulait la convaincre qu'une femme se devait, corps et âme, à un artiste quand elle partageait sa vie. Il lui faisait des scènes de jalousie pour les motifs les plus futiles, et cette jalousie était devenue encore plus maladive depuis qu'elle connaissait Janssen. Vers 10 heures, il quitterait l'école buissonnière pour le cabaret de la Vieille Grille, rue du Puy de l'Ermite, une valise à la main. Elle contenait son unique accessoire, le magnétophone, sur les bandes duquel étaient enregistrés les poèmes. Et Janssen, où était-il à mon avis? Je lui ai répondu que vraiment je n'en savais rien. Un instant, pour me rendre intéressant, j'ai voulu lui indiquer l'hôtel du boulevard Raspail, mais je me suis tue. Elle m'a proposé de l'accompagner jusqu'à son domicile. Il valait mieux qu'elle soit rentrée avant l'arrivée de son mari. Elle m'a de nouveau parlé de lui, bien sûr. Elle n'éprouvait plus aucune estime à son égard. Elle jugeait même ridicule sa jalousie et ses prétentions d'artiste, mais je sentais bien qu'elle en avait peur. Il rentrait toujours à 11h30 pour vérifier si elle était bien là. Ensuite, il repartait vers le dernier cabaret, où il faisait son numéro, un établissement du quartier de la Contrescarpe. Là-bas, il restait jusqu'à 2h du matin, et il obligeait Nicole à l'accompagner. Nous suivions l'avenue d'Enfer-Rochereau sous les arbres, et elle me posait des questions au sujet de Janssen. Et moi je lui répondais de manière évasive.